C'est un réel plaisir pour nous de vous donner l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 7 août. Mesdames et messieurs, tout de suite, les principales articulations de cette édition du journal. Après les délais butoirs sur les désarmements de groupes armés et les détenteurs illégaux des armes lancés par la MONUSCO dans l'axe compris entre Goma et Saké, la mission des Nations Unies procédera au désarmement forcé. Annonce faite au cours de son rendez-vous hebdomadaire avec la presse mercredi dans son quartier général. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, avec l'appui de l'UNICEF, a officiellement lancé la campagne d'inscription des enfants dont l'âge varie entre 6 et 7 ans sur toute l'étendue de la République. Et enfin, les violons ne s'accordent toujours pas entre le ministère de l'Essure et les assistants ainsi que chefs de travaux qui tiennent mordicus de continuer la grève si rien ne fait. Page info, c'est parti. C'est parti depuis ce mercredi 7 août au complexe scolaire Don Bosco de Massina avec la campagne d'inscription de tous les enfants âgés de 6 à 7 ans à l'école. En effet, l'enquête sur les enfants et adolescents en dehors de l'école menée en 2012 renseigne que plus de 7 millions d'enfants et adolescents de 5 à 17 ans, dont 2 millions âgés de 6 à 7 ans, sont en dehors de l'école. D'où la nécessité de sensibiliser la communauté nationale et motiver les parents sur l'ensemble du territoire à inscrire leurs enfants en âge de scolarisation à l'école. Initiative saluée par les élèves qui ont saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer à travers leurs représentants pour l'amélioration du système éducatif national. L'initiative est très louable, mais les écoles qui existent ne sont pas équipées et ne suffisent pas pour accueillir tous les enfants congolais. Un besoin de construire de nouvelles écoles s'avère urgent. Nos frères et sœurs d'arrière-pays font de grandes distances à pied pour accéder à l'école, où ils étudient 3 jours par semaine et le 3 jours, ils font des travaux champêtres pour payer leur scolarité auprès des enseignants. L'UNICEF, partenaire du gouvernement dans cette campagne, estime que la non-tenue de la gratuité à l'école serait le principal obstacle à la scolarisation des enfants. Pour sa part, il va appuyer cette action en mettant à la disposition de ces 2 millions d'enfants visés des kits éducatifs. Pour capitaliser donc sur ce contexte, l'UNICEF et les partenaires l'appui va consister à doter en kits éducatifs, et vous en avez certains exemplaires devant vous, à ces 2 millions d'enfants attendus qui doivent les nouveaux enfants pour entrer ou par un transfert d'agents au niveau des écoles afin de leur permettre d'acheter localement des fournitures dont les élèves ont besoin, et nous mettons l'accent sur les nouveaux enfants. Le ministre de l'EPSP a solennellement appelé les parents à inscrire tous leurs enfants âgés de 6 à 7 ans à l'école sans aucune discrimination. De l'engouement dont vous ferez montre en amenant et en ramenant à l'école tous vos enfants en âge de scolarité sans en laisser sur la route un seul, à la maison ou ailleurs, sous quelque prétexte que ce soit. Unis comme un seul homme, bannissons toutes les barrières de la scolarisation de nos enfants. Bandeko, tumemabara biso na kelasi. Wandugu wapenzi, tupeleke watoto kumasomo. Bana betu, tolai bana betu ku kalasa. Papangi na betu nata bana betu na mkanda. Pour marquer l'effectivité du lancement de la campagne Tous les enfants à l'école, un kit éducatif symbolique a été remis au ministre de l'enseignement primaire par l'UNICEF, lequel l'a remis à son tour aux gestionnaires du système éducatif national et des écoles pour enfin aboutir aux élèves bénéficiaires de la dite campagne. L'environnement sécuritaire au Nord Kivu, jugé tendu et volatile la semaine dernière, est resté plutôt stable pendant cette semaine. Les troupes de la MONUSCO ont engagé dans la défense de la capitale provinciale du Nord Kivu, maintiennent leur déploiement et conduisent des patrouilles dans le but d'empêcher toute progression des éléments du M23 vers cette agglomération urbaine. Compte tenu du risque élevé que ces attaques font peser sur la population, la MONUSCO avait lancé un appel demandant les désarmements de rebelles opérant sur l'axe Goma-Saké, du fait que ces armes constituent un danger permanent pour la population. Action qui a permis à la MONUSCO de récupérer 24 armes et d'appréhender les hommes soupçonnés.
Et un délai qui a été donné à tout individu et à tous les groupes armés de saisir l'opportunité qui leur est ainsi offerte pour déposer les armes, faire reddition de leurs armes auprès des forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi auprès de la force de la MONUSCO pour que ces personnes puissent être prises en charge. Et qui nous a valu, si vous voulez, la récupération de 24 armes et l'appréhension de 22 autres individus soupçonnés par les forces de défense et de sécurité. Donc il faut dire que c'est une première étape dans les activités que la force de la MONUSCO va mener afin de remplir son mandat. Cette action avait pour objectif? D'abord, il faut préciser l'objectif. L'objectif de la création de cette zone répond à des impératifs sécuritaires compte tenu, premièrement, de ce que nous avons observé aux environs du 14 juillet, du 14 au 17 juillet, durant les combats qui ont opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans la région de Moutaho et de Kibati. Et suite à ces combats d'ailleurs que les FARDC ont bel et bien menés, menés de manière très positive, c'est qu'autour de Goma, vous avez un nombre inestimable de déplacés. Plus de 100 000 déplacés vivent dans cette région, dans les camps de Mbugunga 1, Mbugunga 2, Boulongo ou Lac Vert. Donc c'est compte tenu de tous ces impératifs, c'est compte tenu de toutes ces réalités que nous avons décidé de mettre en place une zone de sécurité, une zone de protection dans laquelle aucune circulation d'armes n'est permise en dehors des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo qui en ont l'autorité et qui en ont l'autorisation pour mener à bien leurs actions. Les délais étant déjà expirés, la MONUSCO prendra toutes les mesures nécessaires à l'endroit de ceux qui gardent encore les armes illégalement pour les désarmer conformément au mandat et aux règles d'engagement de la mission. C'est une énième tentative entre les ministres de l'Essure et les assistants ainsi que le chef des travaux pour apaiser la tension qui sévit dans les établissements supérieurs et universitaires publics du pays compte tenu des revendications que ces derniers avaient soumises au gouvernement concernant leurs salaires. Une délégation est descendue ce mercredi 7 août pour contacter les ministres du tutelle afin de se rendre compte de l'évolution du dossier. Une rencontre de laquelle rien n'a filtré et ces derniers ont conclu de continuer la grève. Parce que nous attendons du Premier ministre dans 48 heures qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, pour nous la solution. Parce qu'on ne peut pas comprendre comme l'ami l'a dit. Nous sommes des enseignants, nous formons des gens qui sont ici dans des bureaux, tout ça, qui touchent mieux que nous. On n'arrive pas à comprendre. Ces derniers qualifient leur traitement d'une aberration car 150 000 francs ne représentent rien pour un formateur. Ils promettent d'appuyer jusqu'à ce que leur revendication sera attendue au sommet de l'État. 8 heures chaque jour. Vous lui donnez 155 000 francs congolais. Je dis bien 155 000 francs congolais. Et vous lui demandez de continuer à enseigner, de continuer à former. C'est une aberration. Mais celui qu'il forme, une fois qu'il se retrouve ici en ville, dans un ministère, dans un cabinet, il a 1 000 $. Mais c'est une aberration. Bien avant ces tollés des assistants et chefs de travaux, les ministres de l'Essure, Tchelolo Chima, a eu à se concerter avec les administratifs du dit ministère qui ont fait une déclaration au sorti de cette réunion. En préparation de cette décision finale que son Excellence Monsieur le ministre de l'Essure a pensé nous réunir pour nous préparer, n'est-ce pas, à la décision du Premier ministre. Et tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que les négociations ne sont pas encore définitivement clôturées, mais elles avancent, elles évoluent vers une issue que nous pouvions qualifier de favorable. C'est pendant 2 mois d'affilée que les écoliers vont se régaler pour les grandes vacances après avoir passé 9 mois à l'école. Une manière pour eux de se relaxer un peu. Les périodes de vacances, surtout à Kinshasa, profitent de part et d'autre aux parents ainsi qu'aux enfants, car ils deviennent utiles dans quelques travaux. Et les autres se livrent à plusieurs divertissements. Notre rédaction a vouloir en savoir un peu plus sur les conditions dans lesquelles les enfants passent leurs vacances.
Il convient donc de noter que les conditions ne sont pas les mêmes. Ici, dans la commune de Barumbo, les enfants se livrent aux divers jeux, notamment le football, les kickers, les Nintendo et les PlayStation. Atanga to la muki to bose to sukoli ale so eloko eza to beti mwa bale to ningisi to biso mutoki oga musala to ede ba papa na biso na poko atelier to lali to se disi na plein pona to na vacances to boy ba mara mususu robe bisa biso ba mutu eso saka na mingi to moi ba matière to joie na classe ero ki mais omoni que to se disi na biso na play. Moi j'ai moi foot c'est ça là moi bien pas mon non joueur na préféré ami robeta play pour na mon ça là bien j'ai un to beta so kicker ba game ball ba balle peut to beta na biso. Quelques parents se sont prononcés à cet effet. Comment les enfants passent-ils leurs vacances? Bon, ça dépend maintenant des familles, ça dépend du quartier aussi. Il y a certains enfants qui s'intéressent plus à s'amuser. Ils sont au football, ils sont dans l'ensango, ils sont dans ceci, cela. Bon, dans d'autres familles bien organisées, parfois les enfants, en dehors de leur jeu, peuvent aussi se retrouver dans des travaux ménagers, en train d'aider papa, en train d'aider maman, à balayer la maison, à faire la vaisselle, à faire la lessive, faire tous les travaux que papa et maman font à la maison pour épauler quand même les parents. Aux vacanciers et vacancières, la rentrée scolaire se pointe déjà à l'horizon. Donc, au-delà des jeux, quelques révisions de cours s'avèrent indispensables pour affronter la chose suivante. L'évolution vertigineuse de la technologie de la téléphonie mobile offre des opportunités aux jeunes Congolais de se procurer un gagne-pain par la vente des accessoires qui accompagnent la téléphonie mobile dès la fabrication. Petit à petit, ces commerces se développent et le plus souvent, ce sont de jeunes diplômés de l'Institut supérieur des techniques appliquées qui se lancent à ces marchés de vente ainsi que de réparation des téléphones mobiles de toutes marques. Ici, nous sommes dans le centre-ville de la capitale où plusieurs activités du genre vente et achat de téléphones mobiles s'effectuent. L'établissement Marron est depuis très longtemps dans ces marchés de téléphonie mobile. Il se met dans la vente, achat et réparation. Par motif de curiosité, le sien nous donne les rouages de cette activité. Tout ça n'a pas digital, il y a pas de téléphone, tout ça n'a pas câble, tout ça n'a pas carte mémoire, tout ça n'a pas chargeur, tout ça n'a pas batterie. Et puis, la jeunesse congolaise soucieuse de se procurer un emploi décent s'avance à les créer. Ce sont de véritables ingénieurs au service de ceux qui aspirent confiance en eux. Le peuple veut la chute du régime. C'est le slogan scandé par plus de 40 000 personnes qui ont manifesté mardi soir en banlieue de Tunis à l'appel des partis de l'opposition. Ils réclament le départ du Premier ministre Ali Larayed ainsi que de son gouvernement dominé par les islamistes d'Ennahda. Tous ces Tunisiens protestent contre les pratiques d'Ennahda, les pratiques de ce gouvernement de corruption, les pratiques de ce gouvernement d'assassinat, l'ensemble des pratiques d'Ennahda qui continue ses pratiques avec sa fausse légitimité. Ici autour de vous c'est la vraie légitimité, c'est la légitimité des milliers de personnes. Les gens vont décider eux-mêmes. Le seul ayant le pouvoir de gouverner c'est le peuple lui-même. La manifestation a débuté quelques heures après l'annonce par le président de l'Assemblée nationale constituante, Moustapha Ben Jaffar, de la suspension des travaux de l'ANC. Un gel des activités en attendant un début de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Nous considérons que c'est une bonne initiative du président de l'Assemblée constituante d'amener les partis à la table des négociations et de changer ainsi la situation dans le pays. L'opposition s'est dite déterminée à poursuivre la contestation. Ce rassemblement marquait également les 6 mois depuis l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. La mort de ce dernier avait entraîné en février dernier la chute d'un premier gouvernement dirigé par Ennahda. Au Mali, le taux de chômage des jeunes de moins de 30 ans avoisine les 15% de la population active, alors que ce pourcentage atteint à peine les 10% au niveau national. Une réalité qui interpelle les 2 derniers candidats encore en course pour l'accession au palais de Koulouba. Certains observateurs indexent le manque de moyens appropriés pour répondre aux défis que représente l'emploi des jeunes. C'est vrai, on a besoin d'enseignants, on a besoin de médecins, mais la réalité c'est quoi?
c'est qu'on a des budgets déficitaires. On n'a pas les moyens pour prendre le nombre d'enseignants que nous souhaitons. On ne peut pas. Le nombre de médecins dont le Mali a besoin, on n'a pas les moyens de prendre tous ces gens-là. On sait que le besoin est là. Le besoin est là. Enseignants, médecins, même dans d'autres domaines. Mais nos moyens sont limités. Les experts le reconnaissent volontiers. La jeunesse, au Mali comme dans le reste de l'Afrique, est une formidable chance pour le développement du continent, à condition que cet atout potentiel soit accompagné par des formations correspondantes. Au Mali, je pense qu'on a évoqué la question de la formation qui est prépondérante parce que si vous regardez ici, il y a des emplois intermédiaires qui n'existent pas. C'est-à-dire vous trouverez beaucoup de chômeurs catégorie A et puis catégorie B, catégorie C, des ouvriers qualifiés, vous n'en trouverez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation dans ces domaines-là. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, près de 70% de la population ont moins de 25 ans et 50% de cette tranche d'âge vivaient encore avec moins d'1,25 $ par jour en 2012. L'emploi de ces jeunes est donc également un moteur de lutte contre la pauvreté. Un sacré pari à relever pour les deux derniers candidats qui briguent la magistrature suprême au Mali le 11 août 2013. Les partisans de Mohamed Morsi sont ouverts au dialogue. Ils sont prêts à aller à la table des négociations si leur leader est réinstallé dans ses fonctions de président de la République. Condition sine qua non pour tout dialogue. Le retour à l'ordre constitutionnel est posé comme préalable. Nous n'accepterons de négocier que si Mohamed Morsi retrouve son poste de président de la République. Il a été élu par la majorité du peuple égyptien. C'est la volonté du peuple égyptien, donc nous ne pouvons pas négocier sans lui, c'est impensable. Le temps passe et le mouvement de protestation des pro-Morsi ne faiblit pas. Les camps de sit-in accueillent tous les jours de nouveaux adhérents à la lutte. Ils reconnaissent que le dialogue est nécessaire pour réconcilier le peuple égyptien, mais il ne peut se faire sans son président démocratiquement élu. Le dialogue est indispensable. Le peuple est divisé. Il faut une réconciliation nationale. Nous le reconnaissons. Mais avant, Morsi doit reprendre sa place. Ensuite, restaurer la Constitution et l'Assemblée nationale. Sans ces trois choses-là, il est impossible de dialoguer. Les États-Unis, le Qatar et les Émirats arabes unis ont envoyé des émissaires en Égypte. Cette offensive diplomatique n'a encore rien donné parce que chaque camp campe sur sa position.